Jacques Dallest, ancien magistrat, j'ai été juge d'instruction, procureur de la République, procureur général, en toute légalité. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'En toute légalité en compagnie de Jacques Dallest. Merci encore à vous d'avoir accepté de nous rencontrer et d'échanger sur votre passionnante carrière. Ce format s'inscrit dans la mission que je me suis fixée, créer un pont entre vous et les professionnels de la justice. Et pour cet échange, vous avez été nombreux à participer, donc les questions qu'on va aborder, les thèmes qu'on va aborder viennent directement de vous. Alors, Monsieur Dallest, vous avez été donc magistrat, procureur de la République, comme vous le disiez, et vous avez récemment, je crois, pris la retraite de ces fonctions. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps vous avez exercé et puis quelles fonctions précisément, où ça, etc. Alors, j'ai exercé dans le monde judiciaire pendant 40 ans. Parce que j'ai démarré à l'école de la magistrature en 1982 et j'ai arrêté à l'été 2022. Ok. Donc 40 ans de relation avec le monde judiciaire. Quelles sont les fonctions que vous avez exercées J'ai été toute ma carrière magistrat pénaliste. Ok. Parce que vous savez qu'on peut être civiliste, pénaliste ou les deux. Tout à fait. Et j'ai voulu être juge d'instruction, ce que j'ai été pendant 10 ans. Tout d'abord au tribunal de Rodez dans l'Aveyron, ensuite au tribunal de Lyon, 10 ans au total comme juge d'instruction. Et ensuite, j'ai fait ma carrière au parquet, où j'ai été procureur de la République pendant 15 ans, dans différents tribunaux, dans des petites villes, dans des grandes villes. J'ai été à Bourg-en-Bresse, à Roanne, à Ajaccio, à Marseille. Ces deux dernières villes, on va dire, assez agitées sur le plan criminel. J'ai été en poste comme avocat général à Bordeaux également. Et j'ai terminé ma carrière comme procureur général à Chambéry, dans ma région, cour d'appel de Chambéry, et enfin la cour d'appel de Grenoble. Vous avez beaucoup bougé. Quand on est magistrat, à la différence des avocats qui restent plutôt affectés à un cabinet et à une ville, on bouge, on se déplace. On peut rester toute sa carrière au même endroit, mais pour des raisons d'évolution de carrière, on est amené à changer de tribunaux, de région. Je pense que c'est une des richesses. Non, je pense que c'est une richesse parce qu'on découvre des horizons nouveaux. Moi, j'ai découvert des régions que je ne connaissais pas du tout. Oui. On peut vivre des aventures formidables d'ailleurs. Outre-mer, la Corse et donc autres. pour vous, c'est plutôt un aspect positif du métier, oui, c'est très pas positif une contrainte de devoir... Très positif, et j'encourage beaucoup les étudiants en droit ou des futurs magistrats à leur dire, écoutez, ne soyez pas tout de suite à l'endroit de votre naissance, bougez. Découvrez des horizons nouveaux, familiarisez-vous avec d'autres domaines, et ça, c'est quelque chose de formidable. Est-ce que vous avez une fonction que vous avez préférée dans toute votre carrière? Quelle est la fonction qui vous plaisait? Mes deux grandes fonctions ont été de juge d'instruction pendant 10 ans et procureur de la République pendant 15 ans. J'ai tout aimé. Le métier de juge d'instruction est un métier plutôt de cabinet, un peu confiné. Le juge instruit dans son cabinet. De temps en temps, il sort pour des reconstitutions. Mais c'est un métier relativement confiné. Procureur de la République, en revanche, vous êtes beaucoup en relation avec la société, avec l'extérieur, puisque le procureur de la République reçoit les plaintes, est avisé de tous les faits, et donc ça le conduit à se déplacer, à rencontrer des élus, la préfecture, des associations, et ça, j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect de Donc c'est les métier. deux fonctions que vous avez le plus exercées et que vous avez préférées. Oui, tout à fait. Okay. Et pourquoi d'ailleurs vous avez choisi de devenir magistrat? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier? Alors, début de carrière, à la sortie de la fac de droit et de Sciences Po, j'avais fait du droit public et j'ai passé un concours administratif. J'ai été nommé attaché d'administration, c'est-à-dire cadre de catégorie A. Je me suis retrouvé par hasard au ministère de la Justice, un travail de bureaucrate. Et au bout de 4 ans, j'en avais un peu marre. Alors, j'ai découvert Paris, moi qui étais provincial, c'était plutôt sympa. Mais je me suis dit, voilà, un métier de bureaucrate dans une administration, on ne voit jamais la réalité. On ne la voit que de très loin. J'ai passé le concours interne de la magistrature. Je pouvais le passer en externe, j'avais 26 ans, et je l'ai réussi. Et là, j'ai découvert un autre horizon avec cette fois un travail au contact des gens. Et ça, le travail de magistrat, il a de ça d'enrichissant, c'est qu'il vous met en relation avec l'être humain. Oui. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est sûr, au quotidien, on est confronté aux gens, aux situations. Et là, on n'est plus dans une administration, dans un bureau, on est dans la réalité. Oui, ça n'a rien à voir, effectivement. C'est ça. Est-ce que vous avez une source d'inspiration ou un modèle dans votre parcours? Ou est-ce que c'est vraiment le fait de cette expérience qui vous a mené sur la voie de la justice?
Oui, personne dans ma famille n'était dans le monde judiciaire, ni avocat, ni magistrat, plutôt dans le monde médical. C'était une découverte. Oui. J'ai fait, comme dans toute carrière, on fait des rencontres. J'ai rencontré des gens formidables, des gens détestables aussi, c'est le propre du métier, des lieux formidables, d'autres moins agréables, des moments formidables, d'autres moins agréables. Voilà. Puis après, on se forme soi-même. On se forme beaucoup sur le tas, même si on passe par une scolarité à l'ENM. Cette carrière m'a permis de peut-être même me découvrir moi-même, me pousser dans mes retranchements. Et ça, le métier est de façon très exigeant. Il vous apprend à vous maîtriser, à vous découvrir. C'est en ça que c'est une grande richesse. Donc, ce n'était pas une vocation, c'est vraiment une découverte. Pas du tout. C'était une découverte, c'était un peu un hasard. Et j'ai vu tout l'intérêt que ça avait d'être utile directement aux autres, d'être au service de l'intérêt général. C'est aussi ça le métier de magistrat. Au-delà de l'aspect juridique, recherche juridique et autres, c'est surtout la rencontre avec les personnes qui m'a beaucoup plu. Est-ce que vous pouvez, alors peut-être plus à destination des étudiants cette fois-ci, mais est-ce que vous pouvez rappeler quel est le parcours qu'il faut faire si on veut être magistrat? Alors on peut rentrer dans la magistrature par plusieurs voies, par l'intégration, ce qu'on appelle le recrutement latéral, mais la voie royale ou les voies royales sont les voies par concours. Alors, ouvert à des fonctionnaires, à des gens issus du secteur privé, mais aussi principalement aux étudiants. Le concours 2025, dont les épreuves écrites ont eu lieu il y a peu de temps, 303 places sont offertes au concours étudiant. Et donc, c'est master au moins 2, même si je crois que c'est toujours le master 1 qui est requis, mais il faut être en bac plus 5. Une formation ou des entraînements IEJ ou prépa privée pour passer le concours. Pour maximiser les chances, on va dire. Voilà, parce que c'est un concours difficile. Très sélectif. Il y a beaucoup de candidats, mais il y a beaucoup de postes en ce moment. C'est plutôt il y en a plus que les dernières années. Il y en a plus que les dernières années, donc ça c'est plutôt positif. Mais le concours n'est pas simple, il demande du travail, de la préparation, et en gros, un concours de cette nature, il faut le préparer sur 2 ans. De façon intense, si on veut se donner les chances de réussite. Il y a des épreuves qu'on ne connaît pas en fac, comme la note de synthèse, par exemple. Pour le barreau, c'est pareil, mais voilà, c'est une méthodologie. Il faut travailler la culture générale, etc., les épreuves reines que sont le droit civil et le droit pénal. Mais moi, je dis toujours, il faut donc des prépas un peu méthodologiques. Ça s'apprend, mais aussi il faut une motivation, une vraie conviction. Si on est un peu hésitant, on va à un moment risque de lâcher. Si on est convaincu, si on dit c'est le métier que je veux faire, on va se donner les moyens et on réussit. C'est vrai que, donc on le disait, c'est un concours qui est très sélectif. Je sais qu'il y a à peu près, en gros, 10% de réussite au concours d'entrée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être évaluer autrement la capacité de quelqu'un à devenir un bon magistrat qu'à travers un concours aussi sélectif et surtout aussi théorique finalement? Alors comme je vous l'ai dit, on peut être magistrat après 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fonction de son itinéraire. Le système français est basé sur les grandes écoles. Pas seulement pour un tiers judiciaire, donc c'est notre système. Il y a des pays où on ne peut pas être magistrat à 25 ans, il faut avoir été avocat, etc. Nous, on a fait le choix des grandes écoles. Donc évidemment, certains vous diront, est-ce qu'on peut être juge à 25 ans sans expérience de la vie? Moi, je crois que oui, on peut. Si on a une formation, si on comprend les enjeux du métier. Parallèlement à mon exercice professionnel, j'ai beaucoup enseigné en fac, dans des IEJ, à Sciences Po. Et les derniers temps, j'étais professeur associé à Sciences Po Grenoble. Et je m'occupais de la prépa ENM. Ainsi que de la PrEP ENA, qui est devenue l'INSP. Et donc, je leur faisais rencontrer aux étudiants, d'ailleurs, des professionnels, des praticiens, pour les sortir des cours théoriques, leur montrer tout l'intérêt du droit tel que pratiqué par des gens de terrain. Voilà, c'est tout. Après, on peut être un bon magistrat très jeune, on peut être un mauvais magistrat après un certain nombre d'années. Je dis toujours qu'il y a des jeunes crétins et des vieux cons, ou des jeunes cons et des vieux crétins, si je puis dire. Donc c'est même pas une question d'âge, c'est une question de détermination. Ce qu'il faut quand même pour être magistrat, c'est avoir un minimum de bagage technique, savoir rédiger un jugement, savoir rédiger un réquisitoire. Ça, c'est des choses importantes.
Est-ce que vous auriez un mot à dire à tous ceux qui aimeraient passer l'ENM et qui sont un peu en manque de motivation justement parce que c'est un concours qui est très compliqué, qui ont peut-être essuyé déjà 1 ou 2 échecs? Il ne faut pas se décourager, même si on échoue, il faut retenter. Je crois que le nombre de tentatives est illimité aujourd'hui. C'est vrai que si vous échouez 3 fois, là, il faut vous interroger sur votre formation, sur votre niveau. Il ne faut pas se laisser abattre. Et je dis toujours, il faut vraiment se passionner, se documenter, aller assister à des audiences, c'est gratuit, rencontrer des professionnels, se motiver. Ce qui fait défaut souvent, mais on est tous comme ça, quand on est jeune, c'est à un moment un manque de conviction, on hésite, on se décourage, on rencontre des gens qui disent « Oh, mais toi, tu sais, ça va être dur, tu n'auras pas de chance. » Bref, il faut se dire « Je veux ». Et pour ça, il faut s'immerger un peu dans ce milieu. Et c'est pas si facile, mais rien ne vous empêche d'aller assister à des audiences. C'est ouvert au public, de cours d'assises, de tribunal correctionnel. Il y a des tas de documentaires, de demander un rendez-vous avec un substitut, un juge, qui vous recevra ou vous recevra pas. Enfin, il y a des démarches à faire qu'on peut faire dès les études. Dès le 2e cycle, moi, j'encourageais beaucoup les étudiants à aller passer une journée dans une association, sortir des bouquins. La théorie qui, au bout d'un moment, fatigue, on ne voit pas tout l'intérêt de tout ça, montrer la réalité de terrain, rencontrer les gens. Et puis surtout, à la fac, on ne parle pas beaucoup de l'ENM. Hein. Moi, à la fac, c'était on va être juriste, on va être avocat, c'est pas autre chose. Donc, oui, parce que c'est mal connu. Pourtant, dans les facs, maintenant, il y a des intervenants, des vacataires qui sont magistrats, et c'est tout le plus qu'on peut apporter. Moi, je serais toujours moins bon qu'un universitaire en droit théorique. Par contre, j'en sais plus que lui en droit pratique. Parce que moi, la procédure pénale, le droit pénal, je l'ai pratiqué pendant longtemps. Un peu comme la médecine. Vous pouvez l'enseigner de façon très théorique, mais tant que vous ne la pratiquez pas, vous n'êtes pas opérationnel. C'est la même chose avec la justice. Donc oui, il faudrait, c'est un peu dommage que dans le milieu universitaire, on n'intègre pas assez la prépa d'après-études, de dire à quoi ça sert. Par exemple, on fait encore des commentaires d'arrêt. Moi, je me suis toujours interrogé sur l'intérêt des commentaires d'arrêt. Vous n'en ferez pas à titre professionnel, on n'en fera jamais. En revanche, vous ferez de la synthèse. Que l'épreuve d'une note de synthèse qui était à l'ENM. Et ça, on n'en fait pas en fac. Parce que si vous êtes avocat, vous allez avoir à faire des synthèses, des conclusions dans un gros dossier. Si vous êtes magistrat, c'est pareil. L'exercice de synthèse, il est pratique. Et on n'en fait pas en fac. Et c'est un peu dommage. Et malheureusement, quand on prépare les concours, là, on découvre des domaines qu'on aurait pu peut-être défricher auparavant à l'université, mais c'est pas offert ou assez peu aux étudiants. Et sinon, tant qu'on parle de métier, de vocation, de profession, est-ce que vous pensez que vous auriez pu être avocat, par exemple? Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit ou pas du tout? Oui, c'est possible. Comme personne n'était dans ce milieu-là, dans ma famille, souvent on imite un peu ses proches, etc. Avocat, pas forcément. Dans la mesure où l'intérêt général m'a toujours motivé. Je dis toujours, d'ailleurs, si un candidat à la magistrature vous demande pourquoi voulez-vous être magistrat, une des bonnes réponses, c'est surtout pas de dire j'aime le droit, c'est de dire j'ai envie de servir les autres, j'ai envie d'être utile aux autres. Mais avocat, on peut être utile aux autres, bien évidemment. Mais là, on est d'abord principalement lié à l'intérêt général. Oui, c'est pas les mêmes rapports. Exactement. Donc, moi, j'ai vu et j'ai pratiqué évidemment beaucoup d'avocats dans toute ma carrière. J'en ai vu des formidables, brillants, des grands orateurs. J'en ai vu des mauvais. Évidemment, des gens qui n'étaient pas faits pour le métier ou qui avaient un rapport un peu particulier avec les clients. Mais le rapport avocat-client est très différent du rapport magistrat-justiciable. Forcément, donc c'est des métiers différents. Même si, moi, je suis pour qu'on décloisonne les fonctions, qu'il y ait des rencontres avocats, magistrats, élèves ou professionnels, que justement, on travaille ensemble, même si on a des positions différentes, qu'on se connaisse. Maintenant, quand on est élève magistrat, on a un stage obligatoire au barreau. Oui. Ça, c'est bien. Ce qui n'existait pas à mon époque. On faisait d'autres stages, police, gendarmerie, stages pénitentiaires. De la même manière, il faut que des élèves magistrats puissent venir dans un palais de justice, aller voir ce que c'est qu'une permanence au parquet, discuter avec des juges. Ça, c'est toujours intéressant. Plus on se connaît, plus on se comprend. Oui, c'est quand on ne se connaît pas qu'on a vite des antagonismes, parce qu'on ne connaît pas l'autre. Donc je crois qu'il faut essayer d'être dans cette dynamique de rapprochement et d'échange. C'est vrai que moi j'ai remarqué que beaucoup de magistrats avaient été avocats auparavant.
Il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre. Quand j'étais procureur à Marseille, on était une quarantaine au parquet. J'avais 10 ou 12 collègues du parquet qui avaient été avocats. Certains avaient intégré assez tard, d'autres plus jeunes, et ça marchait très bien, ça se passait très bien. Certains d'ailleurs avaient eu un peu du mal à se faire au rythme judiciaire. Quand vous avez des milliers d'affaires, certains ont été un peu stressés par la masse de contentieux, mais finalement ça se passait bien et c'est aussi un avantage. J'ai connu aussi des gens qui avaient été dans le privé avant d'être magistrat. J'ai connu une collègue qui était danseuse classique. Ah oui. Avant d'être magistrate. Oui, il y a des tas de voies possibles et ça, c'est une richesse pour le corps. Non, c'est ça aussi que je trouve bien dans cette profession, c'est qu'en fait, les voies, elles sont jamais vraiment fermées. Si on a envie d'évoluer, de changer à un moment donné, de passer de l'un à l'autre, il y a toujours des façons d'y accéder. Il y a des passerelles pour tous les métiers. On peut, si on a cette motivation, même des profs de droit peuvent devenir magistrats. Le tout, c'est de savoir à quoi on s'engage, de se dire attention, si vous êtes juge ou procureur, vous serez confronté à la masse des affaires. C'est pas forcément là que vous allez faire un droit perfectionniste en dentelle, parce que vous aurez tellement de masse que vous serez dans l'urgence et qu'il faudra prendre des décisions nombreuses rapidement. Ça peut être très déstabilisant. Et ça, dans les candidatures à des intégrations, j'en ai reçu beaucoup des candidats, je leur disais attention, vous avez peut-être une vision un peu idéalisée, mais sachez que quand vous allez aller dans un palais de justice, vous allez voir les piles, et à peine vous aurez traité une pile d'affaires, vous en avez une autre qui arrive, et vous aurez un temps restreint à faire de la recherche juridique. Donc il ne faut pas que ça vous stresse. Si ça vous stresse, au point où vous ne pouvez pas exercer, il vaut mieux éviter cette voie. Et comment vous décririez les rapports, par exemple, avec les avocats ou avec les autres professions, avec les services de police, parce que quand on est procureur, on travaille beaucoup en lien avec les enquêteurs directement. Comment se sont passés les rapports avec les autres professionnels durant votre carrière? Quand on est procureur, on a des rapports avec toute la société civile, et même militaire, puisqu'on a des rapports avec l'armée. J'ai été en poste à Marseille, où pour les affaires pénales militaires, j'étais en relation avec la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, mais avec le monde politique local, les collectivités locales, les associations qui sont très nombreuses, les élus, évidemment, et les citoyens. Moi, j'ai fait des rencontres formidables avec des justiciables. Et ça, l'intérêt que j'y voyais, c'était d'expliquer la justice. Parce que c'est souvent, il n'y a qu'à Faucon, d'expliquer à un préfet comment ça fonctionne, à un maire les exigences de la justice, à des chefs d'établissement scolaire qui avaient des problèmes, comment ça allait fonctionner. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, très vite, on passe la balle à la justice. Il y a malheureusement une affaire qui se produit dans une école, dans un hôpital, tout de suite il y a une dimension pénale, et très vite le proc est sollicité. Donc une part fondamentale du travail du procureur, c'est de se sortir de son bureau, de se sortir de son palais de justice et d'aller sur le terrain, au contact des gens. Et de savoir s'adapter. Le problème, c'est que le temps est restreint, donc on ne peut pas tout faire, parce que le travail au tribunal vous mobilise déjà beaucoup. Mais vous avez une mobilisation. Là, le procureur de Chaumont a été pris par le meurtre de la surveillante, par un élève. Et je peux vous dire que tout son temps a été pris, sans doute, ces 2-3 derniers jours, par cette affaire. D'un coup, vous avez une maelstrom médiatique, vous avez un événement qui vous tombe dessus, et tout votre emploi du temps bascule. Et c'est ce qui fait le côté très riche du métier, c'est que vous avez un emploi du temps et qui peut être, quand on est au parquet, complètement remis de travers parce que vous avez un événement lourd. J'ai connu, moi, dans ma carrière, des événements lourds, des attaques de transport de fonds. Le matin, je discutais avec des collègues, coup de téléphone, c'était un véhicule de transport de fonds braqué, 200 coups de feu tirés, pas de mort, mais des blessés. Et ben là, d'un coup, il faut aller sur place. Un crime, j'ai connu l'assassinat du préfet Erignac en Corse. On me téléphone le soir, on a assassiné le préfet. Donc je me rends sur les lieux, j'ai connu des catastrophes, des accidents. Et d'un coup, ça vous oblige à vous sortir, d'aller sur le terrain où vous voyez des choses pas drôles. À Marseille, j'étais sur une quarantaine de règlements de compte, des jeunes déchiquetés à la Kalachnikov. Donc on voit le drame dans sa réalité, avec du sang, et on est vraiment dans l'événement. Quelquefois l'événement historique. Quand on tue un préfet de la République, on est dans un événement de l'histoire de France, d'une certaine manière. Donc ça, c'est des moments formidables, lourds sur le plan humain, psychologique, c'est pas simple. Mais voilà, je vous dis, ça peut être un crash d'avion, une collision de car, et d'un coup, vous avez une intensité dramatique, et vous êtes un des acteurs
un des acteurs qui va aller sur place, dont on attendra beaucoup. Parce que vous aurez les médias, les journalistes qui vous demandent « Alors, monsieur le procureur… » Savoir comment réagir. Voilà. Et là, vous êtes souvent dans une grande sollicitation et vous n'avez pas beaucoup d'éléments d'information sur l'événement lui-même. Ça, c'est assez intéressant. Donc alors, il faut avoir une grande capacité à s'adapter, déjà. Pas se dire, bon, bah, aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça, et puis paniquer en voyant que ça ne va pas se réaliser comme ça. Dans les grilles d'évaluation du métier de procureur ou de substitut, parce qu'on évalue les gens, on les note, il y a une rubrique, c'est capacité d'adaptation. Oui, bah, c'est ça. Passer d'un petit tribunal à un grand, ça va changer votre façon de faire. Un contentieux à un autre. Donc le magistrat doit être capable, très vite, de trouver la bonne position professionnelle, les bons réflexes. Si c'est une panique à chaque fois, il aura du mal. Hein. Comme vous le dites, et ça c'est propre au parquet. Quand vous êtes juge, et notamment juge civil, vous n'avez pas cette contrainte-là. C'est un travail plus de cabinet. Tandis que quand vous êtes au parquet, vous êtes au contact de l'événement, sous tous ses aspects. Et plus vous êtes dans un ressort actif sur le plan criminel, plus vous aurez de sollicitations. Et c'est ce qui en fait la richesse, là encore. Et quels sont, selon vous, donc, les aspects les plus positifs de la profession? Qu'est-ce qui vous a le plus épanoui? La rencontre avec les autres. Au-delà de la découverte de la recherche juridique, du goût pour le droit, qui d'ailleurs, à mon avis, doit être réduit au plus large, parce que le droit change tout le temps, ce qui est un peu déstabilisant. Mais en revanche, c'est la rencontre avec les autres. Moi, j'ai appris beaucoup des autres, sur eux, mais sur moi aussi. Donc ça, c'est le côté le plus sympa. Et c'est pour ça que quand on sort d'une fac de droit, on est plutôt d'un naturel introverti, globalement, un peu même timide, et on se dit j'aurais peur plus tard. Mais finalement, on s'améliore au fil du temps. On apprend à discuter avec les gens. Quand vous avez face à vous une personne qui a du mal à comprendre le français ou qui a du mal à comprendre vos mots, il faut essayer de se mettre à la portée des autres. Et c'est pas toujours facile. Si vous arrivez avec une forme de morgue, avec des mots trop sophistiqués, les gens comprennent rien. Bien sûr. Voilà, mais c'est tous le cas des métiers de contact. Et donc, à un moment, il y a des moments très durs, humainement parlant, quand vous êtes dans des crimes, des décès brutaux, des moments comiques, des moments drôles. Oui, quand je me suis levé, mon dernier procès, c'était le meurtre de la petite Maëlys par Nordal Lelandais, 2022. Le procès a duré 3 semaines. Il y avait énormément de monde. Tous les jours, il y avait 500 personnes qui faisaient la queue au palais de justice pour assister à l'audience. Et à la fin, c'est le moment des plaidoiries réquisitoires. Après les parties civiles, on m'a donné la parole. À 9h, en début d'audience le matin. Et là, pendant 2 heures, j'ai parlé. Et là, forcément, vous entendez les avocats, tout le monde vous écoute. Vous avez les journalistes, ils étaient très nombreux. Vous êtes sûr que tous vos propos vont être reportés. Et là, vous vous dites, il y a une forme de poids psychologique qui pèse sur vous. Évidemment, au fil de son expérience, comment dire, on s'améliore d'une certaine manière, on prend du recul. Je me souviens de mon premier réquisitoire quand j'étais tout jeune, j'ai bafouillé, j'étais pas bon du tout. Enfin, il me semble, finalement, j'étais peut-être trop dur avec moi-même. Oui, après, on est toujours au fil très du temps, sévère. mais c'est comme un jeune avocat par rapport à un avocat plus confirmé. Oui, c'est normal. On prend plus de recul, on gère mieux les situations difficiles. Mais néanmoins, j'étais un peu dans une bulle. Je l'ai écrit dans mon bouquin. À un moment, quand j'ai plaidé, enfin j'ai requis pendant 2 heures, mais si j'avais regardé ma montre, je pensais que j'avais requis pendant 10 minutes. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans un oral, le temps passe très vite. On voit pas le temps passer. Pas pour l'auditoire, mais pour vous, ça va très vite. Vous êtes sous tension. Ça, c'est des moments très très riches, des moments des audiences difficiles. Les moments donc des scènes de crime, où là, c'est humainement très fort. Dans toute ma carrière, je n'ai pas vu 2 affaires similaires, qui pouvaient être proches, mais finalement, ça renvoie à des vies humaines, des choses comme ça, et qui sont toutes différentes. Donc à l'inverse, les aspects les plus difficiles du métier, ceux dont vous n'étiez peut-être pas assez bien préparé avant de rentrer dans cette profession, vous direz que ce serait les moments où vous êtes confronté à des crimes. On n'est jamais préparé dans une formation, quelle qu'elle soit, à l'aspect psychologique. Que ce soit pour être médecin, avocat, magistrat, c'est des choses que vous allez découvrir en fonction, c'est-à-dire en situation. Vous pouvez faire toutes les simulations que vous voulez, tant que vous n'êtes pas en situation, vous n'aurez pas le stress de quelqu'un qui est dans l'action, évidemment. Et c'est ce que découvrent les auditeurs de justice.
quand ils sortent de l'ENM, de la partie scolarité, pour aller en stage en juridiction. Et là, ils voient la réalité. Oui. Et moi, quand j'avais des auditeurs, je leur mettais très vite le pied à l'étrier. Je leur disais, dès demain, tu vas prendre un interrogatoire d'un type accusé de viol. Parce qu'il faut que tu t'habitues tout de suite à une affaire qui peut être difficile. Il n'y a pas de rente d'observation. Le magistrat en question, quand il prenait ses fonctions, il aurait pu avoir dès le lendemain de sa prise de fonction une grosse affaire qui lui tombe dessus. Comme un interne d'un hôpital et tout ça. Donc, de toute façon, faire, c'est le meilleur moyen aussi d'apprendre. Et de se lancer. Et d'avoir moins peur. Voilà, même si on n'est pas préparé, même si on est hésitant, même si on ne maîtrise pas tout, il faut y aller. C'est ça. Et trop se préparer, finalement, on perd en spontanéité et on ne peut pas forcément être bon. Et puis il faut aussi appréhender l'émotion humaine, hein, celle des autres, mais la vôtre. Comment vous la gérez, cette émotion? C'est ça. Si vous êtes pris d'une angoisse et qu'au moment où vous notifiez une mise en examen, vous pleurez... Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie, de vous retenir? Non. Même pas? Je crois pas, non. Okay. D'avoir des moments d'émotion, bien sûr, surtout quand des victimes s'exprimaient. C'est ça. Des moments terribles, hein, même des moments d'émotion sur les lieux, hein, des enfants tués, mais pas de quoi pleurer parce que vous arriviez à garder une distance, en fait. Forcément, au fil du temps, on s'endurcit. Et puis, il faut garder la distance. Si, au bout de quelques temps, vous ne gardez pas ces distances, ça va vous envahir et vous ne pourrez plus exercer professionnellement. Attention au burn-out, attention à la saturation. D'ailleurs, dans la carrière, si au bout de quelques années de pénal, ça ne vous convient pas, vous pouvez changer. Vous pouvez ne plus faire des fonctions pénales, changer d'attribution. C'est ce qui est bien aussi dans ce métier, c'est qu'en fait, on peut tout à fait changer de contentieux. Si vraiment c'est trop dur à supporter, il ne faut pas que ça amène à une dépression ou quelque chose comme ça. J'ai connu des collègues qui en avaient marre, qui voulaient changer. Mais finalement, comme dans tout métier, un policier, c'est pareil. Il prend du recul. On banalise d'une certaine manière, peut-être trop, parce que quelquefois on oublie la souffrance des autres. C'est comme un médecin qui voit tous les jours des patients en souffrance, il peut être un peu trop froid. On peut manquer d'empathie. Et c'est vrai que ça peut être le danger, hein, d'être trop cynique, trop froid. Mais si on a trop d'empathie, ça vous submerge. C'est pas très bon non plus. Il faut trouver une espèce de recul. Et si on veut durer dans un métier, quel qu'il soit, il faut prendre ce recul. Je crois, il y a des moments de fatigue, d'énervement, de découragement, mais il faut passer pour voir l'aspect positif. Puis à un moment, on exerce une mission de service public qu'il faut exercer. Si on ne se sent plus capable, il faut en reparler. Mais pas que ça vous amène à un moment de dépression, d'angoisse qui serait excessive et qui poserait un problème. Mais finalement, ça reste rare. Dans le corps, il y a des gens qui changent, il y a des gens qui démissionnent, mais assez peu. Finalement, tout le monde se fait à ces contraintes-là. C'est même pas une question de sexe masculin, féminin, pas du tout. Une question d'appréciation personnelle des situations. Et au contraire, certains s'enrichissaient au fil du temps, étaient de meilleur en meilleur. Pas toujours, hein. Pas encore une fois une question d'âge. On peut être très mauvais après un certain âge. Ou trop blasé, c'est peut-être le danger. On en a tellement vu, tellement fait, tellement eu de présidence d'audience, on vous raconte toujours la même chose, on va avoir un stage, que c'est la première fois. Bon, mais à un moment, quand c'est le cas, il faut changer de fonction, et on peut. Oui, tout à fait. Oui, c'est dangereux de s'habituer, que ce soit au contentieux ou même au malheur des autres, parce qu'en fait, quand on n'a plus cette dimension humaine, on ne peut pas vraiment bien rendre la justice. Ouais, c'est important de... C'est ça. Alors après, forcément, un événement ne vous touchera pas après 30 ans de métier comme il vous touche en début de carrière. Hein. Mais et ça, c'est peut-être mieux comme ça. C'est bien comme ça. Donc on parlait justement d'avoir du recul. Avec le recul là que vous en avez, vous diriez que vous étiez un magistrat comment ? Plutôt strict, plutôt compatissant, un peu les deux. Difficile de faire son autocritique. Oui, on n'est jamais le meilleur juge de soi-même, n'est-ce pas ? C'est les autres qui peuvent vous dire. Peut-être qu'on vous l'a dit alors. Je pense que quand j'étais juge d'instruction, j'étais assez sévère, mais il me semble que j'étais plutôt loyal et humain. C'est-à-dire que, par exemple, à Lyon, je suis resté 7 ans juge d'instruction à Lyon, j'accueillais volontiers les avocats. J'avais des rapports très faciles avec les avocats, on échangeait, et je crois que c'était plutôt apprécié. Avec mes inculpés,
mes mises en examen, je ne faisais pas de chantage à la détention, de choses comme ça. Me semble-t-il que j'étais plutôt dans un rapport normal. De discussion. Pas chercher de pas pervers, pas imposer, pas de manipulation. Voilà, parce que quand un magistrat prête serment, dans la formule de prestation de serment, il y a de se comporter dignement et loyalement. Pour moi, j'ai toujours été attaché à ces valeurs, dignité et loyauté, c'est-à-dire de ne pas utiliser des procédés douteux pour obtenir quelque chose. Non. Et ça m'a permis d'exercer mon métier en toute facilité. J'ai connu des tas d'avocats, de tas de barreaux différents, certains assez combatifs, mais ça s'est toujours bien passé, parce qu'on échangeait. Même avec certains avocats plutôt pénibles, si on arrive à échanger avec un peu d'humour aussi, on arrive. Tant qu'il y a un dialogue, je pense. Il ne faut pas rompre le dialogue. Vous savez, quand vous arrivez dans un tribunal, vous succédez à quelqu'un et même à d'autres personnes. Vous êtes face à des avocats qui sont là depuis 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui enverront d'autres après vous. Donc, vous êtes là momentanément. Rodez, je suis resté 2 ans et demi. Bourg-en-Bresse, je suis resté 3 ans. Donc, vous vous dites, il faut qu'à un moment, j'essaie de faire mon boulot correctement, nouer des bonnes relations avec mes partenaires, essayer de faire ce que j'ai envie de faire, d'être accepté pas seulement par les avocats, mais les services d'enquête, le personnel, les greffiers, et tout le petit monde autour de vous, qui puisse avoir des relations correctes avec vous, qui puisse vous parler correctement, pas être dans une posture, comme ça arrive, cassante, hautaine. Vous l'avez beaucoup vu, ça ? J'ai vu des magistrats, je me souviens d'un président de tribunal, pourtant un type assez jeune, qui était d'une raideur. On s'aurait cru dans une grande cour d'appel, tellement il avait un rapport formel. Il disait « Monsieur le juge d'instruction », au lieu d'appeler les gens par leur nom. Enfin bref, il s'est mis à dos d'ailleurs le barreau à un moment, parce qu'il était très cassant. C'est un type brillant, mais il avait une vision, comment dire, à mon avis, qui n'était plus une vision normale des choses. Il fallait qu'il impose son autorité. Surtout que, je vous dis, vous êtes perdant parce que les avocats savent que vous allez partir au bout de quelques temps. Eux vont rester. Donc autant vous rendre la vie facile que de vouloir tout de suite la jouer grand chef. S'imposer. Voilà. Mais dans une carrière, et ce sera peut-être votre cas, vous rencontrerez peut-être un jour un juge pas très agréable ou une juge, quelquefois soit par gêne, par réserve, soit par manque de connaissances, on ne sait pas comment se positionner. Voilà, mais j'ai connu des gens qui étaient pénibles 30 ans après, et qui étaient, je vous dis, dans un rapport très distant. Je pense que les choses évoluent du côté de la magistrature. Pendant longtemps, il y avait des hiérarques un peu très empesés, très compassés. Aujourd'hui, les choses sont plus naturelles, je crois. Mais vous en rencontrez encore des gens caractériels, désagréables. Ça, malheureusement, je pense que c'est dans tout métier. Mais quand on est magistrat, c'est embêtant parce que on rend la justice, on doit être compris par la plus grande partie des gens. On a des gens autour de vous qui sont là depuis longtemps. Encore une fois, vous n'êtes que de passage. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et autant laisser un bon souvenir plutôt que se dire, bon débarras, il ou elle est parti, tant mieux. J'avais une question que je voulais vous poser qui m'a beaucoup été posée par les internautes. C'était, ressentiez-vous parfois de la compassion pour les personnes que vous jugiez coupables ? Alors pas forcément pour les pires crimes, mais de façon générale. On m'a déjà posé la question, une forme de compassion, je ne peux pas dire plus. J'ai rencontré des gens qui avaient commis des actes graves, mais je comprenais pourquoi ils les avaient commis, un peu poussés à bout, dans un moment de colère et tout. Je dis aujourd'hui d'ailleurs que le passage à l'acte plutôt concernait tout le monde, qui à un moment n'a pas un coup de colère, un moment de fatigue, et qui peut vous amener à des actes extrêmes. Le criminel, c'est pas forcément l'autre. Ça peut être vous-même, un membre de votre famille, un proche. D'ailleurs, regardez, on apprend qu'un jeune de 14 ans a tué une surveillante. On apprend que son voisin, un jour, a tué toute sa famille. Donc, de se dire que oui, peut-être, il y a un moment, la victime a peut-être poussé à bout l'auteur des faits. Après, j'ai eu aussi des moments de détestation. Les pères incestueux, par exemple, qui considèrent que c'est leur gamine de 5 ans qui était en demande sexuelle, des choses de grande perversion. Des gens
glauque. Et puis incapable de se remettre en question, en fait. Ça, c'est que même face à leurs actes, ils continuent de penser que des c'est gens, normal. c'est la faute des autres ou la faute de la société. Ceux qui m'ont le plus plu, je les ai beaucoup pratiqués à une époque quand j'étais à Lyon, c'était les braqueurs. On n'a plus de braqueurs de banque. Aujourd'hui, on n'attaque plus les banques. J'avais des voyous, des professionnels, qui étaient finalement très corrects. Ils ne faisaient pas de cadeaux, mais ils étaient très corrects dans le rapport. Et si on était correct avec eux, c'était plutôt des gens intéressants, qui avaient des choses à raconter. Le trafic de drogue, pas intéressant. Le trafic en drogue, c'est chacun pour soi, c'est les pères incestueux, même chose. Mais le monde du voyou, la voyoucratie, c'est des gens qui ont une forme de code, entre guillemets de l'honneur, mais des gens intéressants qui avaient une vie, on voit un peu leur enfance difficile, qui sont tombés dans la criminalité et dont je savais qu'ils ne sortiraient pas de la criminalité. C'était pas la peine. Oui, c'est pas caché, quoi. C'est pas la peine de perdre mon temps, leur dire, monsieur, ce que vous avez fait, c'est pas bien. J'étais pas là pour leur faire la morale. Je leur disais, moi, je respecte votre choix. Mais vous devez assumer ce que dit la loi à votre rencontre, c'est tout. Je ne vais pas vous dire, cher monsieur, revenez chez les honnêtes gens alors que vous avez fait un choix de vie. Voilà, donc si on a un respect pour l'autre, parce que le boulot de juge d'ailleurs, c'est pas d'accuser quelqu'un, c'est de faire parler, d'instruire un dossier. Donc si vous avez une posture d'écoute, d'échange, même le pire des assassins, vous devrez le faire parler. Si vous avez une posture, au contraire, de jugement, en disant « c'est un sale type, je vais lui montrer ça », vous ne faites plus votre métier de juge d'instruction. Vous êtes là pour instruire à charge et à décharge un dossier. Et l'avocat de la défense le remarquera très vite que vous êtes de parti pris, alors que le juge doit rester le plus impartial possible. Vous pouvez avoir une très grande animosité vis-à-vis de la personne en cause, mais il ne faut pas le faire savoir. Il ne faut pas le lui montrer. Voilà. Après, j'ai eu des gens sympathiques, des gens souriants, des gens très désagréables, des pervers, des violents, qui m'ont appris sur la nature humaine, mais qui m'ont appris sur moi, comment garder son sang-froid, garder son calme. Ça ne doit pas être facile. Parce qu'il y a des fois des gens qui vous disent des conneries invraisemblables, des mensonges lourds, mais vous lui faites comprendre que ce qu'il vous racontez est pas. Il y a des gens qui vont vous faire croire que la lune est, qui fait jour en pleine nuit ou qui fait nuit en plein jour, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Vous prenez le temps quand même d'expliquer à la personne que je lui explique que son système de défense est nuisible. C'est le sien. Il a le droit de mentir. Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais ça va peut-être lui porter tort. Ça va compliquer son instruction parce que s'il me raconte des histoires, il va falloir que je questionne, j'interroge, donc l'instruction va être plus longue. Je leur disais souvent, monsieur, si vous voulez que votre période de détention provisoire soit pas trop longue, dites-moi la vérité. Vous avez le droit de mentir, mais si vous me dites la vérité, ça va faciliter mon instruction, donc on ira plus vite. Parce que souvent, la plupart des prévenus, des gens veulent être jugés. Ils veulent qu'on sorte d'une forme d'incertitude. Oui, bien sûr. Donc le type qui vous raconte n'importe quoi, vous êtes obligé de vérifier ses contre-vérités. Et ça prend du temps, forcément. Voilà. Et souvent, leurs avocats, pas tous, qui défendaient incitaient leurs clients à me dire la vérité. Quand ils voyaient que le dossier était quand même un peu lourd, quoi. Mais quelquefois, certains, ils ne voulaient pas en démordre. Ils vous racontaient. Donc le rapport humain, il y a un peu un jeu. Ce que souhaite le type, c'est que son instruction soit la plus courte possible. Il savait que quand il était sur une affaire grave, l'instruction allait durer au moins 1 an, voire 2 ans, mais qu'il pouvait se faciliter les choses en étant plus dans la reconnaissance. S'il voulait nier les faits, c'était son droit. Mais encore une fois, moi, j'en tirais des conséquences sur l'instruction que je devais mener, forcément. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parvenir à faire parler quelqu'un qui, à la base, il n'y avait pas forcément beaucoup de preuves contre lui dans le dossier? Est-ce qu'en parlant avec lui, ça vous déjà... J'ai eu des personnes qui ont avoué, qui n'avaient pas avoué pendant les services de police, qui ont avoué devant moi, ou qui ont avoué ultérieurement. D'autres qui ont persisté dans leur dénégation. Moi, je ne cherchais pas à obtenir des aveux. Ce n'est pas le boulot du juge. Moi, je dis, monsieur, j'instruis votre dossier, à charge et à décharge, et j'essaie de connaître votre personnalité. Et c'est d'autres qui décideront si vous êtes coupable ou pas. C'est pas moi. Moi, je pense que vous êtes coupable, mais c'est pas moi qui vais décider. Oui, peu importe finalement. Donc, je fais un dossier que je transmettrai à d'autres qui vont décider, peut-être même des jurés de cour d'assises. Donc, essayez de les convaincre de votre innocence.
Si vous apportez des éléments, peut-être même que je rendrai un non-lieu à votre faveur, mais si ça me paraît insuffisant, il faudra convaincre la cour, le tribunal. C'est une autre paire de manches, hein, et là en audience publique. Donc voilà, moi c'était... au bout d'un moment, je leur disais, écoutez, c'est vous qui appréciez, vous en parlerez avec votre avocat, il va regarder le dossier en détail, les éléments contre vous, les éléments possibles, les éléments de doute. Peut-être que pendant l'instruction, ce qui était douteux ne sera pas du tout douteux, ça va... voilà. Et j'ai raconté dans différents livres des affaires où justement, quoi que j'ai pu faire, le type n'a pas changé de version. D'autres fois, il a pu évoluer. Okay. Vous avez un exemple, par exemple? J'en ai pas en tête immédiatement. J'ai un dossier, par exemple, d'un type qui avait mis une bombe dans la voiture de sa femme, qui en est morte. Il n'a jamais reconnu les faits, alors qu'il y avait, pendant l'instruction que j'ai menée, j'ai accumulé toute une série d'éléments accablants. J'en parle dans mon dernier bouquin, d'ailleurs. Et qu'il ne voulait pas en démordre, quoi. Et jusqu'au procès, même au procès, il a quand même été condamné. Bon, voilà, d'autres affaires où il y a eu des aveux. Alors, j'ai pas d'exemple en tête dans les 42 affaires que je raconte, parce que souvent les choses sont assez faites pendant l'enquête initiale, mais certains peuvent changer de version au cours d'instruction, ou, tout en reconnaissant les faits, minimisant leur responsabilité, en disant oui, bah voilà, c'est bien moi, mais je voulais pas le tuer, etc. Je raconte ça dans mon bouquin. Et donc, en fait, on ne sait jamais où on va. Hein. Et pour un juge d'instruction, c'est plutôt intéressant quand le type conteste les faits, parce qu'il faudra que vous fassiez une démonstration. Si il vous est déféré, le type a reconnu les faits, tout est clair. Vous voyez, l'exemple du jeune qui a tué la lycéenne, la surveillante, pardon, il reconnaît les faits. Maintenant, le juge devra savoir s'il a prémédité son geste, pourquoi il l'a fait, parce que le qui, le où, le comment, on le sait assez vite. Le pourquoi, on a du mal à le savoir. Pourquoi est-ce que c'est une haine vis-à-vis du personnel de surveillance? Est-ce que c'est dû à toujours une explication? Le pourquoi, c'est le plus dur. Le mobile de l'acte, il est très compliqué. Je raconte l'histoire d'un jeune qui a tué son père et ses 2 frères, jeune de bonne famille, plutôt riche. Il se sentait mal aimé. Il y a plusieurs raisons qui expliquent son acte. Sentiment d'être mal aimé, mais il y a aussi d'autres raisons un peu plus utilitaires qui expliquent la tuerie qu'il a commise. Quelquefois, le mobile peut être assez simple, mais d'autres fois, c'est un peu confus. Ça peut renvoyer à des problèmes familiaux, des problèmes personnels, des problèmes psy, des vieilles rancœurs. Regardez les jeunes terroristes. Ils tuent pour des raisons religieuses, mais aussi, c'est que des fois, ils ont un problème d'insertion sociale, de problèmes avec les autres. Donc, à un moment, ils sont des gens un peu solitaires, un peu taciturnes. Il y a eu une tuerie il y a 2 jours en Autriche. Le jeune a tué 10 personnes. Il s'est suicidé. Et on voit généralement des gens qui ont des problèmes de relation avec les autres. Et souvent, c'est assez dangereux. C'est pas toujours détecté. Plusieurs facteurs qui peuvent mener à un passage à l'acte. Il y a une multitude de facteurs avec les relations avec ses parents, avec ses amis. Et dans des moments, quand on est ado, on se cherche. On peut faire de mauvaises rencontres, on est très influençable. Puis aujourd'hui, avec les réseaux, Internet, ça va dans tous les sens. Quelqu'un qui est paumé, il va s'endoctriner sur les réseaux, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Beaucoup de jeunes sont un peu introvertis et ont du mal à y communiquer avec les autres directement. Donc il y a après une accumulation de frustration, de rancœur, qui peut exploser sur une contrariété, un geste, une parole. Et ça s'est vu malheureusement ces derniers temps. Vous avez, au cours de votre carrière, été confronté à pas mal de grands criminels. Je pense notamment à Nordal Lelandais. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Nordal Lelandais, j'étais au procès. Et je l'avais rencontré dans sa prison, mais juste dans le cadre de visites de prison que je faisais. Je l'ai découvert dans les 3 semaines du procès. Très médiatisé, difficile, très lourd, avec la présence des parents, de la petite sœur. Vous imaginez la situation, on est dans une fête de mariage, à la campagne, à 3 heures du matin. Et de penser qu'un des invités va enlever une gamine et la tuer. Et peut-être même l'aura-t-il violée ou abusé d'elle. Terrible. Donc ça a été un moment très, très éprouvant quand la sœur aînée est venue en enjoignant à Nordal Lelandais de dire la vérité.
Il y a des moments, ça vous touche. Est-ce qu'il l'a fait d'ailleurs? Est-ce qu'il a parlé à ce moment-là? Il a reconnu les faits, mais sans donner l'explication de ces faits. Et ça, il ne l'a jamais donné, non, même. Il s'est défendu de dire que c'était pour une raison sexuelle, alors que c'était manifestement pour une raison de cette nature, puisqu'il avait abusé de 2 petites cousines auparavant. Et enlever une gamine à 3 h du matin, c'est pas pour aller pour la demander une rançon ou quoi que ce soit. Les parents sont sortis un peu frustrés de ce procès. Finalement, il s'est bien passé, le procès. Il a été condamné à la peine la plus lourde. Mais il a gardé le secret profond de son acte. Et je pense que c'était impossible de lui faire avouer que c'était pour une raison sexuelle, alors que manifestement, c'était pour ça. Donc tout le monde l'a compris. C'était une forme de stratégie de défense aussi. Et donc c'est un peu le problème des procès, c'est que même après un long procès criminel, on n'a pas toutes les réponses. Les proches espèrent des explications, mais ils en sortent 9 fois sur 10 frustrés. Parce que souvent, l'auteur, pour une bagarre, je raconte une histoire d'un jeune qui a été poignardé à la sortie d'une discothèque, il en est mort, jeune de bonne famille, et les auteurs n'ont pas su expliquer pourquoi ils avaient fait ça. Alors l'alcool, la colère, la fatigue, l'énervement, mais pourquoi à un moment donné, quelqu'un qui n'est pas un violent nature ou un sadique va tuer? C'est le mystère du passage à l'acte, et je le dis souvent, je ne sais toujours pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'anormal bascule dans le crime. Voilà. Et on a tous eu des moments de colère, d'énervement, et ça, ce mystère, même les psychiatres n'arrivent pas à l'élucider. Pourquoi il y a eu ce... Et tous les jours, il y a des gens qui sont tués pour des raisons un peu stupides. Et je raconte dans mon dernier bouquin qu'on peut tuer pour des raisons dérisoires. Même sans motif, pour voir ce que ça fait de tuer, ou parce qu'on a une contrariété, et la contrariété se transforme en crime. C'est ça qui était incroyable. Contrariété, on en a tous. Et ça, c'est la grande interrogation qui me reste toujours. Est-ce que vous avez en tête un autre grand criminel comme ça que vous avez dû rencontrer au cours de votre carrière, qui vous a marqué en tout cas? Oui, j'en ai rencontré, je raconte dans des procès, un tueur en série qui a sévi à Marseille, un criminel polonais qui a tué une femme de ménage d'une balle dans l'œil, comme ça. Des rencontres avec des gens manifestement inquiétants. Je parle d'un assassin aussi qui avait à moitié décapité sa victime, sans trop de raison, pour une querelle d'ivrogne, etc. Et ça, quand vous l'avez en face de vous, 2 types qui ont tué à coups de boule de pétanque un jeune, ils ont mis le feu au cadavre après, alors que le gars était peut-être pas encore mort. Enfin, des choses effroyables. Un gars qui prend en stop une jeune fille et qui tente de la violer et qui lui écrase la tête à coups de pierre. Vous voyez, des choses comme ça. De gens qui le matin se lèvent sans savoir qu'ils vont tuer. Espèce de choses étonnantes. Et ça, quand vous êtes magistrat, dans votre carrière, vous allez rencontrer des gens comme ça. Alors, il y a des affaires hors normes, l'affaire Fourniret, des grands tueurs en série, bien sûr, mais des assassins, des meurtriers, des gens qui, à un moment, sont prêts à anéantir l'autre, vous allez en rencontrer. Donc, au bout d'un moment, on n'y pense plus. Moi, j'ai voulu, en écrivant un peu, raconter ça, c'est une forme d'exutoire, puis de faire partager à des étudiants, futurs professionnels, un peu mes états d'âme, de les expliquer. C'est le mystère de l'être humain, en fait. Et ça, même dans le crime, il y a toujours un mystère. Et comment on fait pour se protéger émotionnellement de tout ça, quand on est confronté à des affaires quand même au quotidien qui sont particulièrement lourdes? C'est difficile, il faut avoir une vie personnelle équilibrée. C'est sûr que si vous êtes vous-même un peu névrosé ou seul, de se changer les esprits. Je crois surtout avoir une vie personnelle vraiment équilibrée. Être bien entouré alors. Bien entouré, une famille, des proches. Vous n'allez pas leur parler de vos affaires en général, faire du sport aussi. Moi, je trouve conseiller d'avoir une activité physique pour décompresser, c'est la meilleure façon. La nature. Moi, la montagne m'a toujours beaucoup aidé, la nature, pour se ressourcer, parce que souvent les drames, les crimes se passent en milieu urbain. Il y a plus d'agitation, voilà. c'est sûr. Après, ça dépend de sa solidité personnelle, psychique, qu'on a ou pas. Mais la plupart de mes collègues ont tous surmonté ces moments-là, parce que je crois qu'ils avaient cette vie plutôt équilibrée. C'est vraiment une condition importante. Si vous êtes bien dans votre peau, vous supporterez mieux ça.
Après, vous êtes forcément touché par des épisodes de votre carrière plus marquants que d'autres. Moi, j'ai encore en tête des images, des sons qui me restent, que j'aurais de choses, parce que j'étais sur place. Oui, sur les scènes de crime, qui vous marquent beaucoup. Le son d'un corps, du crâne qui heurte le sol quand on retire le cadavre d'une voiture, des odeurs, des choses comme ça qui vous marquent. Ça, on ne peut jamais y être préparé. Hein. Non. Parce qu'à l'UNM, je sais qu'on assiste à des autopsies, il me semble. Oui, mais bon, même si c'est très intéressant, moi je faisais à mes étudiants en Master 2, je leur proposais d'assister à des autopsies à Grenoble. On peut le faire. Je leur dis, il faut que vous soyez confrontés à ça. Le plus tôt sera le mieux, en fait. L'autopsie, c'est un peu différent de la scène de crime, parce que le corps, il est un peu... Alors, c'est terrible, hein, mais il est plus celui que vous allez voir dans une chambre, dans une cuisine, au pied d'un immeuble. Déchiqueté, il est un peu arrangé, d'une certaine manière. Plus ou moins. Et quand on voit un corps carbonisé dans une voiture, je me souviens toujours, je l'ai raconté, de ce garçon qui avait été assassiné dans un véhicule. Il était place passager avant. Il avait été abattu, règlement de compte. Et les auteurs avaient mis le feu à la voiture. Et on retrouve le corps calciné. Et les pieds du cadavre sont collés dans la voiture parce que le plastique du véhicule a fondu. Et les pompiers qui ont dû sortir le cadavre ont utilisé des grandes pinces, des grandes tenailles qui servent à désincarcérer les accidents de la route. Et les grands bruits, clac, pour découper les os à la cheville pour sortir le corps. Vous voyez, des détails sordides. Ça vous reste, c'est sûr. Oui, parce que c'est des images que j'ai en tête et des sons. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé à mes collègues jeunes d'aller sur les scènes de crime. C'est utile quand on est procureur ou substitut pour s'imprégner de ça, de voir des choses comme ça et que pouvoir éventuellement les restituer au moment du procès. J'y étais, voilà ce que j'ai vu. Voilà. On apprend beaucoup du travail des autres, hein, des enquêteurs, et ça fait partie du job. On n'est pas là que pour voir les choses à distance, hein, un peu mis sous le formol, banalisé. Non, on est là aussi pour être confronté à la réalité sordide. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de meurtre. On ne va pas parler d'un concept philosophique d'homicide volontaire. Donc comment la mort a-t-elle été donnée ? Et ça, il faudra pouvoir l'expliquer aux jurés de la cour d'assises, qui devront répondre oui ou non à une question sur le meurtre. Et bien en plus, ça vous permet finalement de vous endurcir un peu. Je trouve que c'est pas plus mal. Est-ce que vous diriez que globalement, l'exercice du métier de magistrat est dangereux ? Est-ce que vous avez déjà subi, je ne sais pas, des menaces, des pressions ou fait face à même des critiques plus politiques ? Pour moi, le métier de magistrat n'est pas dangereux, en tout cas en France, à la différence de l'Italie à une époque où des magistrats étaient assassinés, de l'Amérique du Sud où des magistrats sont assassinés, de l'Algérie à une période où on tuait des juges. Moi, j'ai eu des gardes du corps après l'assassinat du préfet Erignac pendant plusieurs mois. J'avais 3 gardes du corps parce qu'on se demandait si on n'allait pas tuer un procureur. Donc j'ai connu la pression d'avoir des officiers de sécurité. J'en avais un devant, quand je marchais dans la rue, un de chaque côté et un devant. Ça devait être quand même donc déroutant. Ouais, ça vous inquiète un peu, mais finalement, je l'ai accepté parce que ça faisait partie du métier. J'ai de nouveau eu des gardes du corps 1 an après avec l'affaire des paillotes en Corse. Mais finalement, j'ai très peu eu de lettres de menaces. Il m'est arrivé d'avoir un petit cercueil dessiné. Mais j'ai eu vraiment très très peu de propos ou de lettres menaçantes. Mais c'est déjà arrivé. Vous dites très peu, donc c'est déjà ça m'est arrivé, mais je n'ai jamais attaché de grande importance parce que quand vous prenez des décisions, vous faites des mécontents. Donc forcément, vous pouvez un père à qui on a levé la garde de son gamin, il va en vouloir au juge, au procureur. Donc tous les magistrats sont confrontés à ça dans leur carrière. Si ça prend de l'ampleur, là c'est autre chose. En ce moment, on parle de risques sur des magistrats, sur les histoires de narcotrafic. Ça, il faut y être attentif, mais ce n'est pas un métier dangereux. Par contre, vous pouvez vous retrouver insulté, avoir un geste de violence dans votre bureau. Un juge des enfants peut avoir un geste de colère d'un justiciable, de tout balayer sur le bureau. Des histoires comme ça, il y en a eu, hein, même des magistrats blessés. Parce que vous allez prendre des décisions qui sont difficiles à accepter. On ne prend pas des décisions faciles. Hein. On met les gens en prison, on enlève la garde des enfants, on les condamne à des peines. Donc, c'est pas facile et ça fait partie du métier. Et pour moi, ça fait même partie des risques du métier. Comme quand vous êtes militaire, comme vous êtes pompier, d'avoir un jour... On ne peut pas faire ce métier si on n'intègre pas la notion de risque.
Si ça vous envahit, il faut changer de métier. Si vous ne pouvez plus vivre, si vous paniquez. Et moi, je suis très admiratif vis-à-vis, par exemple, des magistrats algériens. Il y a une période de leur histoire où il y avait des attentats terroristes, où ils n'avaient aucune protection, on me racontait. Ils pouvaient tuer en rentrant chez eux par un commando terroriste qui voulait s'en prendre à un symbole. On en est parlé en France, heureusement. Oui, heureusement. Vous avez écrit plusieurs livres, donc vous en parliez un petit peu tout à l'heure, dans lesquels vous racontez notamment les affaires qui ont marqué votre carrière. Et vous le disiez, c'est peut-être un petit peu aussi un échappatoire de coucher tout ça sur le papier. Et Sur les chemins du crime, je suis en train de le lire en ce moment, vous écrivez « Erreur en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Et j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous entendez par là. Je vous signale, c'est pas de moi, c'est du philosophe Pascal. D'accord. Pascal, donc dans des temps anciens, qui disait « Mais ce qui se fait dans un pays, c'est peut-être très différent dans un autre pays. Hein ?» Chaque pays a sa législation, chaque région a ses particularités. Donc, ce qui se fait ailleurs n'est pas forcément transposable chez vous. C'est ça qu'avait dit à l'époque Pascal, et c'est vrai. Pourquoi une décision est prise à tel endroit et alors qu'ailleurs elle serait différente? Parce que c'est le reflet d'une région, la justice, elle ne se rend pas de la même manière en Bretagne qu'en Corse. Si, la loi est la même, mais il y a des particularités, il y a des phénomènes locaux, et la justice française, ce n'est pas la justice rendue en Espagne, où il y a même des lois qui sont dans certains pays qui n'existent pas dans d'autres. Donc c'est pour ça que c'est la relativité des pratiques des uns des autres, des réglementations qui évoluent dans le temps. Et ça, en matière pénale, c'est très net. Il y a des choses qui sont incriminées en France qui ne le sont pas. Dans certains pays, comme la prostitution, le proxénétisme, n'est pas puni en Belgique, en Espagne ou en Allemagne, alors qu'en France, c'est interdit. Voilà, donc là, on est vraiment les Pyrénées au sens propre du terme. D'accord. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes quand même une vraie source d'inspiration pour des étudiants en droit et pas que, je pense. Et moi, quand j'ai sollicité ma communauté pour notre échange, j'ai une personne qui m'a écrit. Alors, juste lui dire que c'est son livre qui m'a donné envie de faire du droit il y a 7 ans. Ben ça me réjouit. Est-ce que c'est très aussi sympa. Pour ça peut-être que vous écrivez pour transmettre Comme je vous l'ai dit, j'ai pendant très longtemps enseigné en fac et j'ai toujours voulu aimer faire partager un peu tout ça, d'apporter ma vision des choses. Et il m'est arrivé de rencontrer des années après certains de mes étudiants qui étaient devenus notaires, avocats et autres, donc j'ai toujours trouvé sympa. Et tant mieux si ma rencontre, elle les a peut-être incités à... Mais on a tous fait ça. Hein. À un moment, on croise quelqu'un. C'est pour ça que faire des stages de terrain, c'est toujours quand on hésite sur ces débouchés. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une bonne rencontre. Dans c'est tous les domaines. Déterminant. C'est souvent Bien sûr. Tiens, ce métier, ça me parle. Ou au contraire, celui qui m'en parle, ça ne me plaît pas du tout. Et moi, tant mieux aussi. Et quelquefois, un bouquin... Alors, Le monde à la montagne, que je connais un peu, combien sont devenus guides en lisant Premier de cordée de Frison Roche, écrit il y a très longtemps. C'est souvent une lecture qui peut à un moment vous dire tiens, il dit des choses qui me touchent, ou c'est un métier qui ça peut aussi dissuader dans l'autre sens. Mais et moi, c'est ça qui me plaît bien. Dans tous les cas, c'est utile. De transmettre quelque chose dans un contexte nouveau, parce que ce que j'ai vécu, moi, jeune, les jeunes d'aujourd'hui, c'est encore différent. Il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, il y a à l'époque Internet, des réseaux qui n'existaient pas quand moi j'étais jeune. Donc, il faut accepter ça et de voir tout l'aspect positif de la jeunesse et pas de se dire « nous, avant, c'était mieux », parce qu'il y a toujours ce vieux discours qui, à mon avis, aucun intérêt. Et de se dire qu'à un moment, on peut être, pas un exemple, mais quelqu'un qui, à un moment, vous a séduit dans votre métier, qui vous donne le goût. Tant mieux. Une inspiration, quand même. Tant mieux. Après, il faut être aussi très humble, parce qu'il y a des gens que votre pratique a pu dissuader aussi. Finalement, je ne serai pas comme lui. C'est très personnel, ça. Oui, bien sûr. Mais avoir l'envie, justement, de faire partager. Et je le fais encore aujourd'hui. Depuis, je pourrais très bien faire autre chose. Et je fais écrire, je dirige une collection chez mon éditeur, je fais écrire des avocats, des magistrats, je les incite à écrire, je fais des interviews dans des émissions, voilà. Rendre accessible à mes concitoyens
qui n'auront peut-être jamais affaire à la justice, d'ailleurs tant mieux, hein, ce monde un peu mystérieux, mal connu, un peu inquiétant qu'est le monde de la justice, de se dire qu'il faut dépasser les termes techniques, le jargon, pour dire que finalement la justice, elle se rend au nom de la société et que ce n'est pas un lieu où il se passe des choses clandestines, où on peut y aller, on peut assister des choses. Et vous voyez, la justice, on en parle tous les jours. Plutôt pour la critiquer d'ailleurs, mais finalement, qui la connaît? Les mêmes qui la critiquent ne sont jamais allés dans un palais de justice, n'ont jamais assisté à une audience. Vous voyez, dans l'affaire Nordal-Lelandais, moi j'ai fait venir plusieurs personnes parmi mes proches qui ont assisté à une audience. Beaucoup, c'était la première fois qu'ils allaient assister, et ça les a beaucoup intéressés. Et je me dis qu'il suffit de pousser une porte, le palais de justice, c'est gratuit, et d'assister à des tranches de vie. Et on comprend mieux que juger, c'est pas facile, que décider du sort des autres, c'est pas facile, qu'on peut se tromper. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de juges, il y aura des ordinateurs, l'intelligence artificielle, c'est concevable. Qu'à un moment, on est dans un exercice humain où on prend une décision qui n'est peut-être pas la meilleure, mais il faut prendre une décision. Voilà. Comme d'ailleurs quand vous êtes dans les mains d'un médecin qui peut faire un mauvais diagnostic, ça peut arriver. C'est ça qui m'intéresse et qui m'intéresse toujours. On n'en a pas encore parlé, mais vous jouez un rôle important dans les cold cases. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer en quoi et qu'est-ce que fait la justice française à ce niveau-là? Alors, je me suis beaucoup intéressé aux crimes non élucidés, aux cold cases, parce que dans ma pratique personnelle, j'ai connu des cold cases. Quand j'ai quitté mes fonctions de juge d'instruction à Lyon, j'avais 10 affaires de crimes de sang non résolues à l'époque. On ne connaissait pas l'ADN. Je me suis intéressé à plusieurs reprises. J'ai monté une cellule cold case à Marseille entre 2008 et 2013. Je me disais, il faut qu'on continue à travailler sur ces crimes anciens. Et j'ai proposé au ministère de la Justice, en 2018, de réfléchir à l'amélioration du traitement judiciaire des cold cases. On m'a confié la présidence d'une commission. On a rendu un rapport en 2021, d'où est issu rapport dans lequel commission à laquelle participaient juges, avocats, policiers, gendarmes. On a rendu un rapport dans lequel on préconisait la création d'une justice spécialisée qui fonctionne depuis mars 2022, donc 3 ans maintenant. Le pôle est à Nanterre, il me semble. Le pôle est à Nanterre, avec des juges et des procureurs dont tout le temps est consacré à l'élucidation des cold cases. La réflexion qui était la nôtre, c'est qu'on s'est dit, les juges, les procureurs sont pris par des affaires du quotidien, urgentes, très nombreuses, et que les affaires anciennes, on les traite pas ou on les traite mal, et que pour ça, il fallait spécialiser des gens, des juges et des procureurs. Ça, c'était quelque chose de nouveau, ça a été mis en place, et donc depuis 3 ans, les magistrats du pôle de Nanterre travaillent sur à peu près 120 dossiers, et ils en ont 13 actuellement dans lesquels des gens sont mis en examen, donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire des affaires qui sont résolues, qui ne l'auraient pas été si le dossier était resté dans un tribunal avec un juge submergé d'affaires. Et ça, c'est bien. Il y a une culture cold case qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance un peu de ce phénomène, il y a des nouvelles sciences qui sont mises en avant. Petit à petit, dans les tribunaux ordinaires, ça fait son chemin aussi. Que si demain vous êtes nommé à Brest, à Toulon ou à Toulouse, vous y intéresserez un peu plus parce qu'on en parle plus qu'avant. Est-ce que l'objectif... Et les familles s'intéressent beaucoup plus. Les familles ont des moyens nouveaux de communication qu'elles n'avaient pas avant. Ça, c'est bien. Et l'objectif, ce serait d'ouvrir d'autres pôles que celui de Nanterre ou... Alors, nous, on avait préconisé majoritairement dans la commission qu'il y ait plusieurs pôles. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a pris le parti d'en créer un seul, à Nanterre. Mais la loi permet la création d'autres pôles. Il suffirait qu'un jour, par décret, le ministre de la Justice dise tiens, il y a trop de dossiers à Nanterre où ils ne peuvent plus prendre on en crée d'autres, ce serait faisable. Pourquoi? Parce que des cold cases, il y en a des centaines. Dans tout le territoire, il y a des crimes non résolus, mais il y a aussi des disparitions inquiétantes qui cachent peut-être des crimes. Et donc, les familles, maintenant, pour la plupart, souhaiteraient que leur affaire soit aux mains d'un pôle spécialisé, ce qui n'est pas toujours possible. Il y a des émissions de télévision là-dessus, il y a des documentaires, il y a un vrai intérêt, il y a une vraie demande des familles qui utilisent maintenant des moyens qu'elles n'avaient pas avant. D'avoir des réponses, en fait. Il y a des associations cold case, il y a des sites, il y a un site qui s'appelle Black Track, où on peut faire
avoir la liste des cold cases et pouvoir apporter des informations. Donc il y a une dynamique qui est en place. Il y a des nouvelles sciences qui se développent, l'archéologie judiciaire, la biologie et autres, qui permettent aujourd'hui de résoudre des crimes qu'on ne pouvait pas résoudre. Et sans doute que dans 20 ans, même avant, on sera meilleur qu'aujourd'hui. On utilisera des moyens qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et donc, il faut que ces dossiers-là restent ouverts le plus longtemps possible. Et vous participez également à l'émission Appel à témoins. Donc, c'est un peu dans le même registre, parce que cette émission, elle vise à relancer des affaires non résolues, donc des cold cases. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette initiative ? Alors, l'émission, elle existe depuis plusieurs années. Elle existait dans les années 80, animée en 90 par Jacques Pradel, qui avait fait une émission similaire, mais il y a longtemps. Ah, je ne savais pas du tout. Et si, c'est pas Jacques Pradel a lancé ça. Il y avait Témoin numéro 1 ou Appel à témoins. C'est les années 90, donc il y a 30 ans. C'est un peu le précurseur. Et à l'époque, on critiquait un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est dans beaucoup de pays, il y a des émissions similaires. Et on s'est aperçu que si on voulait relancer des dossiers anciens, il fallait en appeler au public. Pourquoi ? Parce que peut-être que quelqu'un a vu quelque chose à un moment, et si en regardant cette émission qui maintenant tourne sur Internet, ça peut provoquer des témoignages nouveaux. Et c'est l'intérêt. Et moi, dans cette émission, ce que je trouve intéressant, c'est de rencontrer les proches, les familles, les parents, les frères et sœurs qui disent tous la même chose, c'est que souvent la justice traite mal leurs dossiers, ne les reçoit pas, les tient à distance, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus supporter ça. Et qu'il y a des dossiers qui ont été trop vite classés ou très vite orientés sur une piste qui n'était peut-être pas la meilleure piste. Et donc l'émission, elle a pour but qui est plutôt sérieuse, qui est respectueuse du travail des enquêteurs. Si des témoignages sont recueillis, ils seront communiqués aux enquêteurs. Ce n'est pas une justice parallèle. Et ça marche. Il y a des dossiers qui ont avancé. Il y a d'autres dossiers qui n'auront pas été résolus malgré ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui savent des choses, mais qui ont peur de le dire. Quand on en fait un appel à témoins, même si on dit, vous savez, votre témoignage, il pourra rester anonyme, certains ont peur. Je pense que des dossiers auraient pu être résolus si les gens avaient eu le courage de parler, mais certains n'ont plus envie de... Et même plusieurs années après les faits, même plusieurs années après. Donc c'est toujours la limite de cet exercice, mais l'avantage, c'est que c'est un dernier espoir pour les proches. Il y a des dossiers qui ont pu être réactivés, rouverts, alors qu'ils ne l'étaient pas, grâce à l'émission. Vous avez des exemples d'affaires qui ont été résolues grâce à l'émission ? Alors des affaires notamment de décès après délit de fuite accidentel. On a pu identifier des gens qui ont parlé. Et puis il y a des dossiers de crimes qui ont pu progresser. Alors je ne dis pas qu'on a résolu forcément le dossier, puis il y en a beaucoup maintenant, alors moi je ne les suis plus précisément. Il me semble qu'on a résolu la disparition de Lucas Tronche. Alors oui, l'émission Appel à témoins en avait parlé, on pensait, et finalement c'est sans doute un accident, on l'a retrouvé pas très loin de... Parce que souvent, on parle de suicide ou d'accident alors que c'est peut-être un meurtre, mais c'est peut-être tout à fait un accident ou un suicide, il ne faut pas non plus y voir un meurtre. C'est ça le danger. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que les proches ont un besoin d'échange. Ils voudraient qu'on leur parle. Pas forcément qu'on élucide l'affaire, mais qu'on les reparle. Le pire des choses, c'est quand ils nous disent « le procureur m'a jamais reçu, le juge m'a jamais entendu, j'existe pas ». Ne pas se sentir entendu, je pense, et ne pas se sentir compris. Aujourd'hui, c'est plus acceptable. On l'acceptait il y a 40 ans, on ne l'accepte plus aujourd'hui. Et il faut que donc les magistrats, aujourd'hui, comprennent ça. Et même s'ils sont débordés de travail, qu'ils prennent un peu de temps pour ça, de la même manière, il faut que les avocats s'intéressent davantage à ces dossiers, qui puissent venir en aide aux familles un peu éplorées et même peut être actionner la justice. S'il n'y a pas un bon avocat, le dossier aura du mal à avancer. Donc il faut qu'il y ait une mobilisation raisonnable. Il ne s'agit pas de tomber dans du fantasme pour s'impliquer davantage dans ces dossiers et faire un retour d'information aux proches. Parce qu'il y a des parents qui comprendront, je pense, 20 ans après, 30 ans après, qu'on ne peut pas résoudre le dossier, mais encore faudra-t-il qu'on leur ait expliqué, qu'on ne leur envoie pas un bout de papier, ordonnance de non-lieu, terminée. Ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Alors, j'ai plusieurs questions assez précises qui m'ont été posées sur la justice d'aujourd'hui. Notamment, on m'a demandé de vous demander quel était votre regard sur l'affaire Nahel.
Est-ce que vous l'avez en tête? J'ai aucun regard parce qu'elle va être jugée, le meurtre, puisqu'il est renvoyé pour meurtre d'un policier qui va être jugé à l'automne prochain. Ces affaires, j'ai peu connu des affaires de cette nature, je dois dire, j'ai eu de la chance parce que quand il y a un tir mortel ou une course-poursuite mortelle, vous avez forcément deux thèses qui vont s'opposer. La famille dit on a tué volontairement et la police ou les gendarmeries qui dit que c'est un accident, etc. C'est jamais simple. Forcément, c'est très conflictuel, très polémique. Quelle que soit la décision, la justice aura tort. Soit elle a été trop sévère, soit elle ne l'a pas été assez. Ce qui est important, c'est qu'on applique la loi à tout le monde. Même un policier, un gendarme qui commet un acte grave, il doit rendre compte. Moi, j'ai poursuivi des enquêteurs, des policiers, des gendarmes pour différents délits. Ils doivent être poursuivis pénalement si leur action a causé la mort de quelqu'un, injustement. Après, il faut savoir s'il y a légitime défense, pas légitime défense. Dans l'affaire Naël, c'est un peu ce qui est invoqué. Oui. Ce sera à la cour d'assises d'en décider. Mais pour le moment, le juge d'instruction, lui, il a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments. Ça va être jugé. Voilà. Il y a un appel, je crois, de son ordonnance de renvoi, mais... de toute façon, je vous dis, quelle que soit la décision, elle sera critiquée. Critiquée, exactement. Mais c'est le propre de la justice pénale. Hein. Quand on vous dit la justice pénale est mal rendue, mais ça a toujours été le cas. S'il y avait des sondages, s'il y avait eu des sondages dans les années 1900, on aurait les mêmes. Pourquoi ? Parce que la justice, elle n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Elle tranche des contentieux. En matière civile, si vous perdez votre procès, 50%. Ceux qui perdent leur procès diront que la justice est mal rendue. En matière pénale, c'est 100% de personnes qui sont mécontentes de la justice. La victime trouvera que l'auteur n'a pas été puni, et l'auteur, puni, il dira qu'il a été trop condamné. Donc, par nature, la justice fait des mécontents. C'est pas comme l'éducation nationale, l'hôpital, qui normalement doit faire des gens plutôt satisfaits. La justice fait des mécontents, puisqu'elle tranche des... Donc, à un moment, il ne faut pas s'affoler, pour moi, quand la justice est critiquée, puisque par nature, elle est critiquable. Et si on n'est pas d'accord, on peut faire appel. Et même si en appel, on perd son procès, on critiquera. On ira devant la Cour de cassation. Et voilà. Donc, je vous dis, forcément, il y a toujours un sentiment de mauvaise justice, parce qu'on ne peut pas réparer l'irréparable. Une personne est décédée, vous ne pouvez pas la ressusciter. Voilà. Une personne qui nie les faits, elle est condamnée, mais il y a beaucoup d'éléments contre elle. La justice a considéré qu'il fallait la juger, la condamner. On peut faire appel. Je rappelle qu'on peut faire appel des verdicts de cour d'assises depuis 2001. Donc si on n'est pas satisfait d'un verdict, on peut demander d'être rejugé. Alors qu'avant 2001, on ne pouvait pas faire appel d'un verdict. Donc le droit a progressé, mais qu'à un moment, il faut l'accepter que la justice soit rendue, qu'elle vous plaise ou non. Si on demandait qu'aux gens, vous êtes contents de la décision de justice, si vous n'êtes pas content, on va refaire un procès. On va faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois le procès. Non. Vous avez jamais eu le sentiment, après un procès, que tout le monde était satisfait, entre gros guillemets? Si. Je pense, par exemple, l'affaire Maëlys, finalement, tout le monde a été content. C'était un apaisement, oui, quelque part. Il n'y a pas eu d'appel. Pour moi, la bonne justice, c'est celle où tout le monde accepte la décision. Alors, la notion de juste peine, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'une peine juste ? Encore une fois, trop sévère pour les uns, trop indulgente pour les autres. L'idée, c'est quand tout le monde a le sentiment, après un procès, d'avoir pu parler, avoir été écouté. Même si le sentiment d'avoir regardé dans les affaires de viol, si une victime voit son agresseur acquitté, elle a un sentiment d'injustice. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que les faits ne se sont pas produits. Ça veut dire simplement que le dossier n'a peut-être pas permis de rapporter la preuve de la culpabilité de son agresseur. Mais je sais que c'est difficile à vivre. On peut avoir un sentiment de dégoût, déni de justice, mais c'est la loi de la démocratie. Il y a un moment, on ne condamne pas les gens sur des rumeurs, sur des accusations, et qu'il vaut mieux, je le dis très souvent, un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Évidemment, des coupables, on en relâche tous les jours. On n'en condamne pas tous les jours. Mais c'est la loi, il vaut mieux ça que de condamner les gens à tout prix sur une hypothèse. Oui, à tort. Parce que les mêmes qui hurlent en disant la justice est laxiste, si eux-mêmes étaient concernés, s'ils étaient accusés, ils seraient très contents d'avoir une justice à l'écoute, attentive. Complètement. Voilà. Et qu'on peut avoir moralement raison et juridiquement tort. C'est-à-dire que j'ai bien subi un préjudice, mais je ne peux pas le démontrer. J'ai moralement raison, on m'a fait du mal,
Mais juridiquement, on ne me donne pas raison parce que je n'ai pas pu le prouver. Si vous me prêtez une somme d'argent, comme ça, je ne vous rends pas cette somme d'argent, vous allez faire une procédure en justice, vous allez m'assigner en justice, et moi je dirais non, elle ne m'a jamais prêté d'argent. Eh bien, vous perdrez votre procès, parce que vous ne pourrez pas prouver que vous m'avez prêté une somme d'argent. Si en revanche, vous me prêtez une somme d'argent et vous me faites une reconnaissance de dette avec un papier, devant la justice, vous allez pouvoir dire au juge, monsieur le juge, regardez, il m'a bien, donc il me doit des sous. Et vous gagnerez votre procès. Vous voyez comme quoi... Et c'est pour ça que cette notion-là de morale, elle est mal comprise, parce qu'on y met de la morale, alors que c'est du droit, avant tout. Le droit pénal, c'est le droit, pas de la il morale. évolue. Il y a des pays où on accuse les gens, on juge les gens sur des rumeurs. Au temps de la Révolution française, Oui, c'était comme ça avant. on guillotonnait parce qu'on disait on vous présentait comme un royaliste et tout. Et dans les États totalitaires, on met en prison les gens sur des rumeurs ou sur des accusations, et c'est grave. Et ça, aujourd'hui, on est un peu... le temps des victimes, il faudrait qu'on croit tout le monde sur parole. Ben non, heureusement qu'on ne croit pas les gens sur parole. Ça aussi, il m'est arrivé de dire à des gens, si moi, procureur, je reçois une lettre anonyme dénonçant le fait que vous ayez caché de la drogue chez vous, est-ce que vous trouverez normal que sur une lettre comme ça, j'envoie les policiers à 6 h du matin chez vous, sur une simple accusation, une lettre anonyme? Non. Et donc, on n'accuse pas les gens, on ne peut pas condamner les gens uniquement sur des propos. Et ça, c'est très mal compris par les victimes dans les affaires d'abus sexuels, qui ne peuvent pas forcément prouver l'agression, mais il y a un moment où on se retrouve dans cette complexité-là. Alors, une autre question assez précise, que pensez-vous, si vous pensez quelque chose, sur la réforme de la justice pénale des mineurs? C'est un chantier permanent. Il y a un code de justice pénale des mineurs qui a été adopté il y a quelques années. Il faut déjà le remettre en chantier. Vous savez, en France, on change la loi en fonction des faits divers. À chaque fait divers, une loi nouvelle. On parle d'inflation législative, de loi de circonstances. C'est un vrai problème, ça. Moi, on voudrait, sous le coup de l'émotion, modifier la loi, alors que la loi, il faut la traiter avec prudence, ne pas changer les choses. Vous savez, le nommé Breivik, il a tué 77 jeunes il y a quelques années en Norvège, un acte terroriste. Personne là-bas a voulu changer la loi. En France, dès que vous avez un fait divers, il faudrait le rendre impossible, ce fait divers. Ben non. Pour satisfaire à l'opinion publique, finalement. Je vais vous dire un truc qui est très cynique. On en est à la moitié de l'année, bientôt. Il y a à peu près 500 personnes qui ont perdu la vie dans des meurtres. Puisque chaque année, il y a à peu près 1000 meurtres. Donc, dans les mois qui viennent, il y a 500 personnes, plus ou moins, qui vont être tuées. Juger vite pour juger mieux, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment possible de juger vite sans compromettre la qualité de la décision? Non. Juger vite et bien, c'est l'idéal, comme dans tout métier, hein. Mais il y a un moment, c'est presque incompatible. Vous ne pouvez pas, sur une affaire complexe, contester, juger vite. Sinon, il n'y a plus de justice. Les affaires simples, on peut les juger vite, mais il y en a tellement que finalement, elles prennent un rang dans l'ordre. Mais à un moment, c'est juger vite et bien qu'il faut essayer de faire, et ça, c'est plus compliqué. C'est un peu le défi des comparaisons immédiates. Oui, mais comparaison immédiate, c'est une partie mineure des affaires, hein, par rapport à la masse et aux milliers d'affaires. Et il ne faut pas trop juger. Je pense qu'il y a trop d'infractions pénales, on juge trop d'affaires pénales. Moi, je suis pour la dépénalisation, sortir du champ pénal des affaires qui ne mériteraient plus d'y être. Si on veut tout juger, on ne peut plus juger. C'est comme si on vous disait, chaque fois, il faut aller à l'hôpital. Dès que vous avez un problème, déjà que l'hôpital est saturé, c'est la même chose avec la justice. Si on crée des nouvelles infractions, on ne peut pas tout juger. Le drame français, c'est qu'on crée des incriminations dans tous les domaines qui se rajoutent au contentieux. Donc on court derrière et on n'y arrive pas. Alors, c'est quoi un magistrat de liaison et comment on devient magistrat de liaison? Magistrat de liaison, c'est un magistrat qui travaille à l'étranger, dans un certain nombre de pays étrangers, souvent à l'ambassade de France, et qui est là pour favoriser les échanges entre la justice française et la justice du pays. Il y a un magistrat de liaison au Maroc, en Algérie, en Amérique du Sud ou en Angleterre. Et donc on est magistrat de liaison en général après au moins 10 ans de métier ou plus, avec une connaissance de la langue considérée, et on fait ça quelques années, et c'est un métier intéressant. Vous faites de l'international à travers les questions de justice. Vous ne l'avez jamais fait, vous? Non. Mais j'ai travaillé avec des magistrats de liaison de tous les pays. Ça peut être intéressant. C'est une façon
de plus être dans un palais de justice, on est dans une ambassade et de faire autre chose. Alors, quel est le plus gros salaire qu'on peut toucher en tant que magistrat? Quel poste, quel grade il faut atteindre? Alors, le plus gros salaire, c'est le premier président de la Cour de cassation et le procureur général qui sont l'échelle G, la lettre G hors hiérarchie. Je ne sais pas du tout quel est son salaire exact. Il y a un échelonnement indiciaire qu'on retrouve sur Internet et on progresse en carrière et en salaire en fonction des grades qu'on a. Il y a un grade de départ, il y a un premier grade, et après il y a un grade hors hiérarchie, qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas, si on est mobile ou pas, si on a eu des fonctions difficiles ou pas. C'est un peu le choix de sa carrière, mais en général, dans toute la fonction publique, c'est l'ancienneté qui détermine la progression de son salaire. Ok. Alors, je vais vous poser 2 dernières petites questions. Est-ce que vous avez un regret au cours de votre carrière? Alors ça peut être sur n'importe quoi, sur une affaire, sur quelque chose que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas fait. Ouais. Et pareil, quelle est votre plus grande fierté? Alors, j'ai souvent dit que j'ai eu un regret dans l'affaire du viol et du meurtre d'une lycéenne à Lyon que j'avais instruite, premier juge qui saisi du dossier. Je suis parti 1 an plus tard et j'ai oublié de convoquer les parents pour leur dire, écoutez, qui étaient effondrés, je m'en vais, mais j'ai un successeur, rien que pour leur dire ça, j'ai oublié de le faire et je m'en veux beaucoup parce que je pense que si j'avais été à leur place, le dossier il a été repris par d'autres de mes successeurs, mais voilà, un regret. J'ai commis sans doute des erreurs, aussi des maladresses de langage, mais ça je donc crois c'est l'aspect humain. tout métier, oui, des mots mal adaptés ou des attitudes peut-être blessantes. Fierté d'avoir fait mon métier en être humain avec mes forces et mes faiblesses, d'avoir sans doute raté des choses. Mais j'ai fait la carrière que je voulais faire. J'ai eu les postes que je voulais avoir. Vraiment. J'ai eu les fonctions que je voulais avoir. J'ai fait de l'enseignement, ça m'intéressait beaucoup. Il n'y a pas de domaine que je n'ai pas pu faire et c'est ça ma satisfaction. Je ne voulais pas avoir les plus hauts postes du métier. Je crois que c'était pas... Parce que, si vous êtes préoccupé par toute votre carrière au moment où vous pensez qu'à ça, moi j'ai voulu faire et j'ai fait vraiment des fonctions qui me plaisaient. Et j'ai choisi des villes qui m'intéressaient et j'ai eu la chance et la malchance d'avoir des affaires difficiles, mais ça m'a sans doute permis moi-même de progresser. Alors j'aime bien finir toujours sur une petite note un peu inspirante. Est-ce que vous avez une citation que vous aimez particulièrement ou juste un message que vous aimeriez transmettre à ceux qui nous regardent? Alors soyez vous-même, chers internautes, c'est ce qu'on dit toujours, mais soyez vous-même si une carrière dans les métiers du droit vous intéresse. Il y a une jolie citation, un extrait que j'ai retrouvé dans un livre formidable de Jean Zay. Jean Zay, qui a été un ministre en 1936, sous la Troisième République, et qui a été arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale, interné et exécuté par la milice en 1944. Jean Zay, qui a été ministre de l'Éducation nationale, qui était un jeune ministre. C'est lui qui a créé le Festival de Cannes, etc., qui a une jolie formule. Il a écrit son récit de détention avant d'être sorti de la prison et d'être exécuté par des miliciens sauvagement. Il a dit une jolie phrase rendre la justice est la plus insensée de toutes les entreprises humaines. Je trouve que c'est une belle phrase. C'est fou, rendre la justice quand on y pense. Qui on est pour juger les autres? C'est la plus insensée de toutes les entreprises humaines et j'aime bien cette formule. Eh bien, merci infiniment d'avoir partagé avec nous votre expérience et puis votre regard sur la justice. Et merci à vous d'avoir regardé cet échange et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode en toute légalité.